informations à propos de l'hémophilie. Et pour ce, nous allons suivre le plan suivant. L'hémophilie est une coagulopathie congénitale due à un déficit quantitatif ou qualitatif en facteur de coagulation 8 ou 9. Elle est à transmission selon le mode gonosomique récessif lié au chromosome X. Les gènes du facteur 8 et 9 sont différents mais situés tous les deux sur le chromosome X, expliquant l'expression clinique uniquement chez les hommes et transmission par les femmes dites conductrices, sauf exception asymptomatique. Elle est responsable des hémorragies qui peuvent atteindre chaque organe, et en particulier les articulations avec des hémarthroses et les muscles avec des hématomes. Comme épidémiologie, c'est un trouble hémorragique héréditaire le plus fréquent suivi de la maladie de Van Willebrand. L'hémophilie est rare, seule environ une personne sur 10 000 naît hémophile, avec une atteinte habituellement des hommes, avec une naissance sur 5 000. En 2018, la Fédération mondiale de l'hémophilie, lors d'un sondage, a trouvé 217 cas d'hémophiles au Maroc et 238 hémophiles au Sénégal, avec une prévalence de 92% pour l'hémophilie A et 8% pour l'hémophilie B. Le diagnostic repose sur la clinique et la biologie. Le diagnostic anténatal peut être fait. Le pronostic repose sur la présence ou non des séquelles orthopédiques. La prise en charge est pluridisciplinaire et le traitement substitutif est la base. Comme rappel génétique, la transmission de l'hémophilie se fait selon le mode gonosomique récessif, avec des anomalies à type de mutation ou des lésions. Seuls les garçons porteurs du gène malade manifestent la maladie. La femme est dite conductrice de l'hémophilie si elle a reçu un gène des parents, un chromosome X portant une anomalie génétique. Les filles d'un homme hémophile sont donc systématiquement conductrices. Les filles d'une conductrice ont 50% de risque d'être conductrice et un garçon sur deux ont le risque d'être atteint. Dans 30% des cas, il n'existe pas d'antécédent familial d'hémophilie et elle est dite sporadique. On parle alors d'une néomutation ou de novo, apparue chez la mère ou les grands-parents maternels. C'est un schéma montrant le mode de transmission de chromosome X. Comme cas exceptionnel, nous avons l'hémophilie féminine qui survient dans certaines situations, comme le syndrome de Turner avec ou sans mosaïque, le sujet karyotype XY avec testicules féminisants ou agénésie gonadique, une fille homozygote née d'un couple de pères hémophiles et d'une mère conductrice, et fille hétérozygote avec l'ionisation ou inactivation physiologique du chromosome X. Comme physiopathologie, l'hémostase regroupe l'ensemble des mécanismes qui concourent à l'arrêt du saignement. Elle se déroule classiquement en 3 phases. L'hémostase primaire qui va aboutir à la formation du clou plaquettaire, la coagulation plasmatique avec la consolidation de ce clou en caillot fibrinoplaquettaire et la fibrinolyse physiologique. L'hémostase primaire est déclenchée dès l'apparition d'une brèche avec la formation d'un thrombus blanc. Elle fait intervenir plusieurs éléments, le vaisseau, les facteurs plasmatiques de coagulation comme le fibrinogène et le facteur de Van Willebrand et les plaquettes. Elle va donner une formation du premier thrombus à prédominance plaquettaire. Elle est suffisante à l'arrêt du saignement au niveau des capillaires et des petits vaisseaux et est explorée par le temps de saignement, la numération plaquettaire et le dosage du facteur de Van Willebrand. C'est une représentation de l'hémostase primaire. La coagulation plasmatique ou hémostase secondaire est une cascade de réactions enzymatiques qui va donner une formation d'un réseau de fibrines qui consolide l'amas plaquettaire et passe par 2 voies d'activation. Elle est explorée par le temps de céphaline avec activateur pour la voie endogène, le temps de Quick ou temps de prothrombine pour la voie exogène. Elle met en jeu les divers facteurs de coagulation. Pour la voie intrinsèque ou endogène, tous les éléments nécessaires à la coagulation sont présents dans le plasma, sans apport extérieur. Le 12 va activer activé par le contact avec le sous-endothélium, qui va activer le 11, qui à son tour va activer le 9, qui se lie au 8, pour donner un complexe enzymatique qui active le 10, qui a au 5 pour donner la prothrombinase. Pour la voie extrinsèque ou exogène, nécessite la présence d'éléments tissulaires appelés thrombinoplastines tissulaires ou facteurs tissulaires pour être activés. Le facteur tissulaire libéré par les cellules endothéliales active le 7, qui est responsable de l'activation du facteur 10, qui se lie au 5 pour donner la prothrombinase. On aura une transformation après de prothrombinase aux thrombines, puis la transformation de fibrinogène en fibrine. C'est un schéma qui montre les cascades avec les voies endogènes et exogènes. La fibrinolyse physiologique est un processus enzymatique de dissolution de la fibrine qui tend à empêcher l'installation et l'extension du caillou en détruisant les polymères de fibrine une fois l'endothélium réparé. En cas d'hémophilie, lorsque l'une des protéines est absente ou diminuée, par exemple le facteur 8, la chaîne de réaction est interrompue. La coagulation ne peut pas se faire ou, le cas échéant, se fait beaucoup plus lentement que le temps normal, ce qui signifie que les hémophiles saignent plus longtemps que la normale, mais ils ne saignent pas plus abondamment.
C'est un schéma qui montre la coagulation normale et la coagulation chez un patient atteint d'hémophilie. Comme diagnostic, le type de description pris est l'hémophilie constitutionnelle A et B. Elle peut être découverte en période néonatale devant le syndrome hémorragique avec des céphalématomes volumineux, hématome du scalp, saignement ombilical, hémorragie digestive ou saignement prolongé. La maladie est rarement diagnostiquée en cette période du fait de l'immaturité des organes synthétisant les facteurs de coagulation. Elle peut être aussi découverte chez les nourrissons avec des ecchymoses multiples ou récidivants, les hématomes du front ou de la fesse, hématomes ou hémarthrose surtout à l'âge de la marche, saignement prolongé au point de prélèvement, au point d'injection, lors de la circoncision, l'éruption ou l'avulsion dentaire ou découverte fortuite lors d'un bilan préopératoire. Le dépistage peut se faire si antécédents familiaux d'hémophilie, en anténatal par la biopsie trophoblastique entre la 9e et 10e semaine d'aménorrhée, par amniosynthèse ou ponction du cordon écho-guidé vers la 20e semaine, chez un fœtus dont le sexe masculin a été reconnu à l'échographie. Elle peut aussi être faite systématiquement au cours d'un bilan préopératoire ou devant les complications comme les arthroses et les ankyloses. L'anamnèse est essentielle et recherche les antécédents familiaux de tableaux similaires ou de consanguinité, les antécédents personnels du saignement à répétition et prolongé, l'âge de début, type de saignement, sa fréquence et les facteurs déclenchants. Cliniquement, on a des signes fonctionnels et les saignements sont le signe principal. Ils peuvent apparaître n'importe où sur le corps et la gravité dépend de la localisation, de l'importance du choc, ainsi que de celle du déficit en facteurs de coagulation. On peut aussi avoir des douleurs et tuméfactions articulaires. Comme signe physique spécifique, on a les ecchymoses qui apparaissent au niveau des jambes, des genoux, sans gravité car elles sont superficielles. On peut avoir des hématomes qui sont des hémorragies des parties molles. Elles peuvent être superficielles, localisées aux espaces cellulaires sous-cutanés, comme le front et le cuir chevelu. En général, elles sont minimes et spontanément résolutives. Elles peuvent aussi être profondes, généralement musculaires, très volumineuses, entraînant une anémie aiguë, un œdème important avec risque de nécrose cutanée. Elles sont graves du point de vue où elles peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel, comme dans le syndrome des loges, ou si situées au niveau des aisselles, la face antérieure des bras ou le creux poplité par la compression du péticule vasculo-nerveux. Elles peuvent aussi mettre en jeu le pronostic vital si situées au niveau du plancher buccal ou sous-mandibulaire par une asphyxie, au niveau de la face par une compression du nerf ophtalmique qui va causer une cécité, ou psoès en simulant un tableau chirurgical. Ici, on voit des images avec des hématomes de diverses localisations. C'est un schéma qui va montrer les localisations des localisations dites dangereuses d'hématomes. On peut avoir les hémarthroses, qui est un épanchement sanguin articulaire, qui touche toutes les articulations, mais plus fréquemment les genoux, le coude et la cheville. Cliniquement, on aura une tuméfaction douloureuse avec une position antalgique, une limitation des mouvements avec impotence fonctionnelle, des signes inflammatoires locaux et un épanchement articulaire. C'est une urgence thérapeutique car la synoviale a la capacité d'absorber le sang de l'épanchement articulaire qui va entraîner une augmentation de la concentration en fer. Ce même fer est toxique pour la synoviale, donc elle va s'hypertrophier avec régurgitation spontanée du sang responsable de récidives. Ces hémarthroses récidivantes spontanées dans la même articulation aboutissent à la destruction du cartilage et une dégénérescence de l'os chondral avec une amyotrophie et finissent par une arthropathie chronique qui peut aboutir à un handicap. Ici, on voit une radio avec des articulations après hémarthrose répétée. Et à gauche, on a les différents signes en fonction de l'abondance du saignement. On peut aussi avoir des saignements crâniens qui sont rares mais gravissimes. Ils peuvent être soit en sous-arachnoïdien, cérébroméningé, et comme signe, on a des céphalées, des vomissements répétés, une somnolence, faiblesse, raideur de la nuque ou douleur à la mobilisation. On peut aussi avoir un strabisme, trouble de la coordination ou convulsion. Une exploration même en cas de traumatisme simple ou minime. Un hématome sutural et un hématome intracrânien. On peut avoir des signes non spécifiques comme l'hématome, forme la plus fréquente. Elle est récidivante et spontanée